Super. Eh bien, écoutez, je reprends la main et aujourd'hui, eh bien, en effet, j'ai le plaisir d'accueillir Rachel Nizet pour cette conférence où nous, enfin, en tout cas, toi, Rachel, tu vas pouvoir mettre en lumière les aspects un peu juridiques liés à la gestion du temps du travail des commerciaux. Donc, c'est un sujet crucial à la fois pour garantir la performance des équipes et le respect des droits des salariés. Donc, durant cette conférence, eh bien, on va aborder le cadre légal qui entoure les obligations des employeurs, à la fois en matière d'horaire, de déconnexion et de protection contre les risques psychosociaux, tout un programme. Donc, avant de plonger dans le vif du sujet, déjà, Rachel, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, avec plaisir. Donc, bonjour Morgane, bonjour à tous. Alors, moi, aujourd'hui, effectivement, je suis avocate en droit du travail au barreau de Paris. J'ai la particularité d'avoir, je dis toujours d'avoir été mon futur client, parce qu'avant de devenir avocate, j'ai été responsable RH, adjointe des RH pendant 8 ans dans différents secteurs d'activité en entreprise. Et après, pour différentes raisons, je suis retournée, enfin j'étais juriste de formation, donc j'ai juste eu besoin d'obtenir mon titre d'avocat. Donc je suis retournée à l'université de Nanterre et j'ai fait l'école des avocats de Versailles, voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, j'accompagne des chefs d'entreprise, des RRH, sur la gestion de leurs collaborateurs dans le respect du droit du travail, qui est un vaste sujet. En effet. Et du coup, bah, écoute, je te propose de se lancer déjà en faisant le point sur les principaux défis juridiques auxquels les entreprises font face dans la gestion du temps de travail des commerciaux. Alors, alors déjà, on va reprendre, effectivement, pour bien préciser le sujet. Donc, quand on parle de la gestion des temps des collaborateurs, donc effectivement, la gestion du temps de travail, c'est un pilier fondamental au niveau des ressources humaines. Il y a une réglementation qui est très stricte, donc il y a vraiment une attention toute particulière qui est nécessaire de la part des employeurs pour permettre, enfin, de respecter les différentes dispositions légales, mais également conventionnelles par rapport à la convention collective applicable dans l'entreprise. Alors, pour rappel, hein, la durée légale du travail, c'est 35 heures par semaine, qui est en fait une référence, hein, pour le calcul des heures supplémentaires, tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, des entreprises ne sont pas passées aux 35 heures et ne passeront pas aux 35 heures. Les salariés ne doivent pas travailler plus de 10 heures par jour. Alors, je vous passe les références des articles du Code du travail, hein, mais voilà, c'est 10 heures de travail maximum par jour, 44 heures par semaine en moyenne sur 12 semaines consécutives. Après, bon, il va y avoir d'autres dérogations possibles, hein, mais tout ça est très strict, c'est très encadré. Les salariés au forfait jour, ce qui va nous occuper pendant cette conférence, les salariés au forfait jour, donc voilà, c'est pour des salariés qui disposent d'une certaine autonomie ou dont le temps de travail ne peut pas être prédéterminé, hein. Pour cela, il faut soit un accord collectif d'entreprise ou de branche. Et évidemment, il faut aussi que ce soit formalisé dans une convention individuelle qu'on retrouve très souvent dans le contrat de travail. Le forfait en jour, il est mis en place, alors voilà, enfin, on le retrouve vraiment dans beaucoup d'entreprises pour les commerciaux, hein, dire, dès que le forfait jour a fait son apparition pour les commerciaux, même s'ils n'étaient pas cadres, et souvent ils se sont retrouvés, on les a basculés au forfait jour, tout simplement parce que ils n'ont pas à respecter, enfin, entre guillemets, on n'a pas à respecter toutes ces obligations par rapport aux durées maximum de travail, enfin, entre guillemets, je dis bien. Mais par contre, il faut pouvoir justifier des temps de repos de tous les salariés, y compris des salariés au forfait jour. Ça, on va y revenir, hein, vraiment le point très important par rapport aux jurisprudences de la Cour de cassation. Donc, c'est vraiment le point important. Donc, c'est le respect des temps de repos et le fameux droit à la déconnexion. Tout à fait. Bah, justement, j'aimerais bien qu'on creuse un petit peu ce droit à la déconnexion, parce que comment est-ce qu'il s'applique aux commerciaux qui, on le sait, sont souvent connectés en dehors de leurs heures de travail finalement? Oui, bah oui, c'est le principe du commerciaux parce qu'il faut répondre aux clients et voilà, c'est tout l'équilibre qu'il faut trouver entre la notion de service client et puis le respect du droit du travail quand on est salarié, parce que les commerciaux sont des salariés de l'entreprise. Donc, pour rappel, hein, le droit à la déconnexion, donc c'est le droit de ne pas traiter des messages, des appels professionnels pendant son temps de repos, un congé ou tout autre moment pendant lequel le salarié
n'est pas dans son temps de travail ou n'est pas, par exemple, sous astreinte. Enfin, un autre sujet, mais voilà. Depuis 2017, on a la mise en place donc, du fameux droit à la déconnexion, hein, qui, pour rappel, au démarrage, ça a été une innovation de la branche Syntec. Et après, maintenant, c'est intégré dans le Code du travail depuis 2017. Donc, ça fait l'objet d'une négociation, hein, notamment dans le cadre de la DNAO, négociation annuelle obligatoire, sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail. Euh, à défaut d'accord, ça peut être mis en place tout simplement par une charte, après un avis du CSE, quand il y a un CSE dans l'entreprise. Euh, mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que même si l'entreprise a moins de 50 salariés, le droit à la déconnexion, ça concerne tous les salariés, y compris les salariés nomades comme les commerciaux. Et c'est de la responsabilité de l'employeur par rapport à son obligation de sécurité si le droit à la déconnexion n'est pas respecté. Et donc, bien évidemment, vous l'avez compris, ça s'applique aux commerciaux, euh, d'où l'importance pour l'entreprise de pouvoir s'assurer de ce respect du droit à la déconnexion et, comme tu dis, Morgane, de ne pas répondre à un email d'un client à 23 heures. Voilà. Tout à fait. Et du coup, donc, ça repose, le risque repose sur l'employeur, mais quels sont les risques légaux pour le salarié et donc aussi pour l'entreprise si les règles liées à ce droit à la déconnexion ne sont pas respectées? Alors, Qu'est-ce qu'on euh, risque? alors, c'est vraiment ça l'enjeu. Enfin, alors, en dehors du risque humain, bien évidemment, par rapport à cette surcharge de travail, mais d'un point de vue juridique. Alors, le Code du travail rappelle, enfin, précise effectivement qu'il y a une obligation de sécurité qui est imposée aux salariés et pas seulement à l'employeur. Parce qu'effectivement, l'employeur a une obligation de sécurité de résultat par rapport à ses salariés, mais tout à chacun, tout salarié a aussi une obligation de sécurité. Alors, pour les salariés, par rapport à ce droit à la déconnexion, donc tout simplement, un employeur qui, par exemple, va constater qu'un manager ne respecte pas le droit à la déconnexion pour ses équipes, les commerciaux, forcément un manager. Donc, ce manager de ces commerciaux, qui effectivement ne prend pas la mesure, ne vérifie pas ce respect des droits à la déconnexion, ça peut, l'employeur a tout à fait la possibilité d'engager une procédure disciplinaire qui peut aller jusqu'à licenciement pour le manager. Hein. Il y a des jurisprudences, hein, sur le sujet de la Cour de cassation qui sont, voilà, depuis maintenant 2012, hein, qu'effectivement, que le manager doit vérifier le respect des salaires, des horaires, pardon, Des par horaires. par rapport pour tout l'ensemble des équipes de commerciaux. Hein. Par exemple, la Cour de cassation a précisé qu'en refusant de se soumettre aux horaires de jour de travail définis dans son contrat de travail, le salarié a fait preuve d'un comportement d'insubordination caractérisé de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité pénale de l'employeur pour infraction à la règle du repos hebdomadaire. Voilà. Et effectivement, c'est comme ça qu'il a été pu décider que là, dans l'espèce, le manager a été licencié pour faute grave. Donc, en cas d'abus, l'entreprise, voilà, se doit de rappeler à l'ordre les salariés concernés, de veiller au respect des dispositions conventionnelles, bon, qui sont instaurées, hein, de par la convention collective ou de par les accords collectifs d'entreprise. Euh, Cela concerne autant le personnel encadrant que les collaborateurs eux-mêmes. Et effectivement, les avertir aussi, les protéger contre ce danger de l'hyperconnexion. C'est ça la difficulté. En fonction, voilà, la gravité des écarts. Alors, évidemment, on fait toujours, est-ce que ça arrive une fois de temps en temps ou est-ce que c'est du récurrent? C'est pour ça aussi qu'il est important de pouvoir effectivement contrôler le respect Olé. de ces temps de repos, des horaires de travail, pour voir, voilà, est-ce que c'est un cas vraiment très exceptionnel ou est-ce que c'est de l'urgence qui finalement se répète De j'ai manière envie de dire, récurrente. parce que, voilà, de manière très récurrente, très fréquente. Et effectivement, on peut commencer par des rappels à l'ordre, des avertissements, hein, pour effectivement rappeler les horaires de travail, qu'il y ait des périodes pour envoyer des emails. Voilà, on n'envoie pas non plus un email le dimanche soir pour la réunion du lundi matin. On y reviendra, hein, le fameux lundi matin. Voilà. Un Euh, sujet récurrent aujourd'hui, le lundi matin. et oui, bah oui, parce que, comme l'a dit Walter, effectivement, enfin, il faut quand même permettre aux salariés aussi de se remettre dans sa semaine de travail, hein, parce que le week-end, c'est un droit à la déconnexion. Voilà.
On doit avoir ce qu'on appelle 35 heures de repos consécutives entre 2 semaines de travail. Une journée plus les 11 heures, ça fait 35 heures. Le fameux week-end. Et le week-end n'est pas là pour préparer sa semaine pour les salariés. Voilà, donc voilà, il faut vraiment réagir par des mesures voilà, proportionnées par rapport à la mise en place des outils numériques qu'on peut mettre en place. Le travail à distance, hein, qui maintenant, effectivement, le télétravail, ça fait partie du mode de management, de l'organisation du travail dans une entreprise. Donc, mais tout ça, ça s'organise. Voilà, donc effectivement, voilà, sur la partie juridique, on peut sanctionner les salariés. Alors, on n'est pas toujours tout de suite sur un licenciement, bien évidemment, mais des rappels à l'ordre, des avertissements, comme c'est prévu par rapport au règlement intérieur de l'entreprise, s'il en a. Donc ça, c'est pour les salariés. Alors, on peut sanctionner évidemment le salarié, le commercial lui-même ou son manager. Et puis après, il y a pour l'employeur, parce que voilà, c'est les, et pour l'employeur, alors le législateur, il n'y a pas de sanction spécifique pour l'entreprise en cas de violation du droit à la déconnexion. Mais en même temps, il y a du coup une multitude de sanctions possibles. Parce que le salarié peut très bien demander des dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité. Il y a des sanctions pénales pour du harcèlement moral, parce que quand on est quand un commercial est en surcharge de travail, ça peut effectivement, il peut aller sur le terrain du harcèlement moral, de la souffrance au travail. Voilà, on parle de bien-être au travail, ben oui, mais son pendant, quand il n'y a pas de bien-être au travail, ça s'appelle de la souffrance au travail Dans ce travail. et du harcèlement moral. Donc, sanctions pénales possibles pour l'entreprise, aussi des dommages et intérêts. Alors évidemment, un salarié qui peut faire un rappel de salaire pour requalification des temps de connexion du travailleur qui, par exemple, qui aurait pu être par exemple en astreinte. Ou s'il était au forfait jour, et puis d'un seul coup, il peut casser le forfait jour, revenir à l'horaire collectif et faire des rappels d'heures supplémentaires. Il peut remonter sur les 3 dernières années. Le délai de prescription, c'est 3 ans, Ouais. les éléments de rémunération et donc par rapport aux horaires. Ça peut être aussi des dommages à intérêts pour violation pure et simple du droit à la déconnexion. Alors, on a des arrêts récents sur le sujet de la Cour d'appel voilà, qui datent de 2023 par rapport à ce sujet-là. Euh, L'employeur, voilà, il peut être aussi voilà, sanctionné pénalement s'il a manqué à l'obligation de mettre en place ces négociations sur ce droit à la déconnexion dans les entreprises à partir de 50 salariés. Et puis, on parle aussi de l'évaluation des risques auxquels sont exposés les salariés au sein de l'entreprise, dont ceux causés par les outils mis à disposition par l'entreprise et leur utilisation. Hein, et pour éviter justement ce risque de l'hyperconnexion sur la santé physique et mentale des salariés. Donc, voilà, il y a j'ai envie de dire, un panel de sanctions qui qui peuvent effectivement, qui sont des risques pour l'entreprise en fonction de la situation du salarié et son état de santé. Donc là, on a évoqué les risques liés au non-respect de ce droit à la déconnexion, mais si on regarde un petit peu plus globalement, est-ce que tu peux aussi nous en dire un peu plus sur les enjeux juridiques et financiers, donc, qui vont souvent de pair, finalement, il me semble, vis-à-vis du non-respect de la législation sur le temps de travail en général pour les employeurs? Alors oui, effectivement, ça va ensemble. Alors, parce que tous les litiges, hein, comme vous le savez, tous les litiges liés au contrat de travail, au droit du travail, c'est devant le Conseil de prud'homme. Hein. Et donc, ça se traduit par concrètement des dommages-intérêts pour le salarié ou l'ex-salarié qui l'a saisi. Donc, la Cour de cassation, voilà, depuis de nombreuses années, en fait, a entrepris de dresser comme une liste au fil des affaires voilà, qui y sont soumises, des manquements qui causent nécessairement un préjudice aux salariés. C'est bien, on a une jurisprudence depuis 2016 qui dit qu'il n'y a pas de préjudice automatique causé aux salariés et que le salarié doit démontrer l'existence de ce préjudice. Sauf que sur certains sujets, la Cour de cassation, donc notamment par rapport aux dispositions européennes, hein, précise que sur certains sujets, le salarié n'a pas à démontrer un préjudice. C'est le manquement de l'employeur cause automatiquement un préjudice au salarié et donc entraîne réparation. Et cette réparation, ce sont des dommages et intérêts. Et on est sur les sujets qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, le dépassement de la durée hebdomadaire maximale de travail, le fait que, voilà, c'est dépassé, ça cause automatiquement un préjudice au salarié. Des affaires
On a des arrêts de 2022 sur le sujet. Le dépassement de la durée quotidienne maximale de travail, donc que ce soit hebdomadaire ou maximale, enfin, ou journalière. Hein. Pour rappel, hein, normalement, on travaille 10 heures par jour. On a une amplitude horaire qui peut aller jusqu'à 13 heures, mais ça doit rester de l'exceptionnel. D'accord. Le non-respect du repos quotidien. Hein, donc là, ce sont des arrêts très récents de début d'année. Voilà, que le fait que l'employeur qui ne peut pas justifier que le salarié a bien eu ses 11 heures de repos consécutives entre 2 journées de travail, si le salarié, en cas de contentieux, part sur ce terrain, concrètement, l'entreprise, elle est condamnée. Et c'est compliqué pour un commercial parce que l'organisation du travail d'un commercial, j'ai envie de dire, dans son mindset, enfin, le fonctionnement du commercial, c'est qu'effectivement, il est autonome, il répond aux besoins du client, il y a des objectifs. Voilà, ça fait partie de ça. En même temps, les objectifs, c'est sa rémunération variable, donc on sait très bien que c'est un enjeu important. Mais il faut que l'employeur, dans tout ça, arrive à justifier qu'entre 2 journées de travail, il y a eu 11 heures de repos. 11 heures de repos consécutives, ça veut dire pas d'email, pas d'appel téléphonique. Comme disait Walter tout à l'heure, enfin je ne sais plus, il parlait, je crois, de sa sœur. Il disait voilà, elle peut partir plus tôt et puis elle se reconnecte un petit peu plus tard dans la soirée, pendant 2 heures, peut-être pour finir un email. Ça, non, c'est pas possible. Il faut pouvoir avoir les 11 heures de repos parce que le commercial qui se connecte à 22 heures, ben, quand il arrête de se connecter, il faut repartir sur les 11 heures de repos. Bon, Il ne faut pas commencer sa journée à 8 heures le lendemain matin. oui, Voilà. c'est 11 heures consécutives. Exactement. Et c'est là où, effectivement, ben, en pratique, on le sait très bien, c'est un peu compliqué. Voilà. Mais ça, ce sont les dispositions de la Cour de cassation. Et les risques qui sont là. Et rappel, délai de prescription, on peut remonter sur les 3 dernières années. 3 ans de l'esprit. Ok. Et c'est du rappel de salaire, donc ça veut dire c'est chargé. Plus des dommages et intérêts, parce que très souvent, quand on est sur ce terrain-là, il y a aussi, par rapport à des... On va parler de travail dissimulé. Voilà. D'accord, oui, donc ça peut aller très vite ensuite. Et donc aujourd'hui, notre sujet, c'est les commerciaux. Est-ce que justement, il existe des spécificités légales qui concernent ces postes par rapport aux autres salariés? Bah non, parce qu'ils sont salariés. Voilà, ils sont salariés de l'entreprise. Donc concrètement, il n'y a pas une législation spécifique pour les commerciaux, mis à part effectivement le fait que bah, très souvent, ils sont au forfait jour parce que c'est le fonctionnement, la mise en place du forfait jour pour les commerciaux, c'est ce qui facilite le plus hein, par rapport à l'organisation de leur travail. Mais pour autant, comme on vient de l'expliquer, ça ne déresponsabilise pas l'employeur, ça ne supprime pas ses obligations par rapport au respect du temps de repos. Donc, 11 heures entre 2 journées de travail et 35 heures consécutives également, là aussi, entre 2 semaines de travail. D'accord, donc tout le monde est logé à la même enseigne. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être très vigilant sur ces sujets. Alors, c'est encadré, hein, des accords collectifs au niveau de la branche, au niveau de l'entreprise, le droit à la déconnexion, hein, voilà, ça fait partie vraiment du sujet. Alors, ça, sur les dispositions juridiques. Et puis après, le comment on fait, bah, on va en reparler un petit peu après, ça dépend aussi des entreprises. D'accord. Et en termes d'heures supplémentaires, quels sont les risques légaux pour une entreprise si elle ne respecte pas les règles liées à ces heures supplémentaires, donc des commerciaux qui sont soumis à l'horaire collectif, donc sans compter ceux qui sont au forfait jour? Alors, effectivement, alors, c'est pas parce qu'on est commercial qu'on est automatiquement forfait jour. C'est pareil, c'est pas parce qu'on est un statut cadre qu'on est automatiquement forfait jour. Souvent aussi, les salariés ont tendance à dire, bah, je suis cadre, je suis forfait jour, je suis commercial, je suis forfait jour. Non, c'est pas un automatisme. Ça facilite les choses pour la gestion, voilà, des horaires de travail dans l'entreprise et l'organisation du travail, mais c'est pas un automatisme. Donc, c'est ce qui fait que dans certaines entreprises, on a des commerciaux qui sont à l'horaire collectif. L'horaire collectif, comme on l'a vu au début de mon intervention, c'est 35 heures par semaine. C'est la référence légale. Au-delà de 35 heures, ben, ça génère des heures supplémentaires. D'accord. Donc, les 8 premières heures sont majorées à 25%. À partir de la 43e heure, c'est majoré à 50%. Voilà. Ça, ce sont les dispositions Code du travail. Euh, alors, aujourd'hui, via un accord collectif, d'entreprise ou de branche, on a possibilité d'avoir des majorations qui sont moindres. Hein. Mais c'est une négociation, donc il faut que les partenaires sociaux l'aient accepté. Voilà. Mais donc voilà, ce sont des heures qui sont majorées. Alors en cas de contentieux,
si par exemple pour non-paiement des heures supplémentaires, très souvent, ça va de pair avec le travail dissimulé. D'accord? Sanction qui est très lourde parce que le travail dissimulé, c'est un forfait de 6 mois de salaire. Donc, Ah quand on oui. sait qu'effectivement, un commercial, il y a aussi une part variable et que du coup, on fait une moyenne entre la rémunération fixe et la rémunération variable, les chiffres montent très vite. D'accord. Plus l'heure, évidemment, vu qu'on est sur du salaire et du rappel des charges sociales. Puis il y aura également des sanctions pénales pour l'entreprise. Euh, et effectivement, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié donc, qui a fait l'objet donc, de travail dissimulé donc, peut demander c'est une indemnité forfaitaire, hein, quel que soit le salaire, quelle que soit la situation de 6 mois de salaire. Et ça se cumule avec les autres indemnités relatives à la rupture du contrat de travail. Donc, effectivement, dans ces cas-là, il faut quand même que le salarié prouve le caractère intentionnel du travail dissimulé. Mais la jurisprudence considère que l'absence d'enregistrement des heures effectuées par un salarié caractérise l'élément intentionnel par l'employeur de travail dissimulé. Donc, entre guillemets, un système de pointage, donc on pourrait mettre en Oui. place, qui est possible pour des salariés qui sont à l'horaire collectif. Impossible pour un forfait jour, bien évidemment. Mais là, on parle des salariés à l'horaire collectif, c'est pour ça qu'on parle d'heures supplémentaires. Et comme je vous l'ai dit, mais là, je vous reprécise, un salarié qui est au forfait jour, qui arrive à remettre en cause, devant le conseil du prud'homme, remet en cause son forfait jour, donc automatiquement bascule à l'horaire collectif de travail. Et là, si par exemple sur son agenda, il a noté ses horaires, il peut très bien dire qu'il a effectué des heures supplémentaires. Il remonte sur les 3 dernières années et il fait une demande de rappel d'heures supplémentaires. Donc il casse son forfait jour, il rebascule à l'horaire collectif, il fait un rappel d'heures supplémentaires. Et là, l'employeur qui n'est pas capable de justifier des horaires de travail et des horaires surtout de repos du salarié, concrètement, il est Oui. condamné. Enfin, voilà. C'est très dur pour l'employeur, toutes ces jurisprudences par rapport au temps de travail et au respect du temps de repos. Bah, écoute, merci Rachel. Je crois que nos participants ont une vision beaucoup plus claire des risques qui sont encourus par les entreprises. Est-ce que maintenant, on pourrait peut-être faire un petit focus sur des mesures concrètes que tu pourrais nous recommander pour cette fois assurer justement cet équilibre entre performance commerciale et respect des obligations légales en termes d'horaire de travail? Alors évidemment, c'est pas du tout, il n'y a aucune liste limitative, exhaustive sur le sujet. Oui, Euh, j'ai envie de dire, effectivement, c'est ce qu'on voit par rapport bon, des stories d'entreprise ou des arrêts de jurisprudence, enfin de la Cour de cassation, effectivement, ou même des négociations d'accords collectifs. Effectivement, on va je dirais, prendre des bonnes pratiques, des bonnes idées par rapport au contexte de l'entreprise, parce que c'est très important. Il faut bien avoir en- à l'esprit le contexte de l'entreprise, son mode de fonctionnement, le type de population. Comme disait Walter tout à l'heure sur d'autres sujets, interroger les salariés en amont avant de rédiger un accord collectif, par exemple, sur ces sujets-là de droit à la déconnexion, oui, ça a du sens. Hein. Déjà, ça les implique. Euh, Bien, avec le CSE, des élus quand ils sont dans l'entreprise, mais voilà, ça permet de les impliquer. Bien évidemment, après, derrière, il faut leur faire un retour pour éviter de les frustrer, mais voilà, ça permet d'avoir déjà une idée pour justement qu'est-ce qui va pouvoir être mis en place dans l'entreprise et après qu'on formalise dans un accord collectif d'entreprise ou tout simplement dans une charte sur le droit à la déconnexion. bien Parce que sûr. la minima dans l'entreprise, c'est une charte sur le droit à la déconnexion. Alors, par exemple, ça peut être, euh, on peut qualifier des périodes de déconnexion. On précise les temps de déconnexion, les horaires, on va détailler les horaires, les plages fixes, les plages variables, les pauses déjeuner. On peut, par exemple, alors, un peu compliqué en fonction mais des plages horaires où il n'y a pas de connexion aux outils numériques. Euh, euh, Oui, une vraie déconnexion totale. Voilà, alors des journées sans email, c'est vraiment là en fonction du contexte de l'entreprise, hein, parce que les entreprises sur lesquelles c'est juste pas possible. Surtout en plus si on avait aussi important quand il y a du télétravail qui est mis en place dans l'entreprise, quelques jours par semaine ou à 100%. Il y a aujourd'hui des entreprises qui fonctionnent en 100% télétravail. Ça se passe très bien, mais c'est une organisation qu'il faut mettre en place. Et justement, ce droit à la déconnexion, ces respects de temps de repos sont encore plus importants quand les salariés sont en télétravail. Quand c'est dans un bureau, bah, c'est facile. Une fois qu'on a formé les managers, l'équipe de direction, on peut aller taper sur l'épaule du salarié en disant, écoutez, là, demain, j'ai envie de dire, demain il fait jour, on s'arrête et on recommence demain. Hein, et effectivement, sortir de cette idée où quand on part à 17 heures, on a pris une demi-journée de travail. J'ai été en entreprise, je sais bien de Tu quoi on connais. parle.
voilà, c'est l'avantage d'avoir été en entreprise avant et d'avoir été salarié aussi, hein. C'est qu'effectivement, quand vous partez un peu trop tôt, on vous dit, enfin, on vous regarde avec des yeux, mais tu as posé une demi-journée de RTT. Non, un bon équilibre, ma journée de travail, mes objectifs, c'est terminé, bah, je reviens demain, quoi. Voilà. Mais voilà. Donc, les bonnes pratiques aussi, c'est sur l'utilisation des outils numériques. Hein, avoir une utilisation raisonnée de la messagerie, du téléphone portable, mettre des messages d'absence quand on s'absente, ne serait-ce même qu'une journée, on met un message d'absence, une personne vers qui on peut réorienter, ben voilà, parce qu'il y a des questions urgentes, c'est normal, c'est la vie de l'entreprise, mais de dire, ben voilà, moi aujourd'hui je suis absente, mais vous pouvez contacter mon collègue à tel numéro ou tel email, hein, en cas d'urgence, bien évidemment. Après, c'est la notion de l'urgence, Mm. mais voilà. Mais au moins, le client, qu'il soit interne ou externe, il a une réponse, hein. C'est pas, j'ai envoyé un mail, j'ai pas de réponse dans plusieurs jours. Voilà. Ou effectivement, arrêter de, quand on est en repos, non, on n'a pas à répondre aux emails. Il y a un message d'absence. Alors, on peut aussi, mais voilà, encore une fois, je vous dis, c'est vraiment par rapport aux pratiques d'entreprise et aux fonctions de l'entreprise. Il peut y avoir on peut fermer l'accès au serveur à certains horaires. Hein, à partir de 21 h, c'est travail de nuit. Eh ben, on ferme l'accès au serveur. Il n'y a plus de travail. Mais voilà, ça, il faut voir qu'est-ce qui est possible de faire. Ça peut être des messages d'alerte comme des pop-up. Enfin, le mail qui part, voilà, ça s'affiche à l'écran. C'est pas un horaire pour envoyer un email. Mm. On rappelle les horaires de travail. Il y a plein d'idées comme ça, effectivement, qui peuvent se mettre en place. Alors, bon, interdire d'emporter son téléphone ou son ordinateur professionnel pendant les congés, voilà, par rapport au télétravail aujourd'hui, Oui, comment... ça peut être. Voilà, mais ça peut être, voilà, dans certaines entreprises, ça s'y prête très bien parce qu'il y a encore aujourd'hui des entreprises où il n'y a pas de télétravail parce que l'activité ne s'y prête pas et du coup, voilà, on peut mettre en place ce type de disposition. C'est vraiment, voilà, par rapport à l'activité, le fonctionnement de l'organisation d'entreprise et puis aussi, ben, aussi les salariés, qu'est-ce qu'ils auraient envie? Qu'est-ce qui leur parle à eux? Qu'est-ce qui leur, voilà, par rapport à ce stress qu'ils peuvent avoir sur telle chose, voilà, ça va leur faire du bien de savoir que c'est accepté par l'entreprise et que quelque part, en gros, ils ne risquent pas une sanction parce qu'ils n'ont pas répondu à leur manager ou à leurs clients. Parce qu'en gros, c'est ça quand même, hein. Pour certains Oui. salariés, il y a un peu cette inquiétude, et ce qui est humain, hein, mais bon, c'est sur ça que l'entreprise aussi doit rassurer. Et puis, ça passe aussi, j'ai envie de dire, par simplement de l'information, des sensibilisations, de la formation, en commençant par la direction, les managers, hein, euh, les former surtout ces questions d'organisation du temps de travail, de la charge du travail, rappeler les risques de l'entreprise. Voilà, typiquement, le manager qui envoie un email le dimanche à 20 h, non. Pour préparer sa semaine, non. On le programme pour le lundi matin. Alors, oui, alors ça, d'ailleurs, merci Morgane de réagir les programmations du lundi matin. Alors, c'est vrai, il y a une adage juridique qui dit pas vu, pas pris. D'accord? Donc, on peut préparer le dimanche, tout programmer, tout part lundi à 9 h du matin. C'est vrai que là, du coup, tout le monde reçoit son petit mail. Il y a d'un seul coup une capacité à envoyer 10 Un mails en même flow. temps. Voilà. Bon, alors c'est vrai que juridiquement parlant, on verra bien que l'email, il est parti lundi à 9 h. Donc, on n'est pas sur le temps de repos. Bon, ça, c'est limite aussi, mais voilà. Alors, c'est pas ce qu'on va mettre dans un accord, bien évidemment, entreprise, Oui, parce que ça veut non. dire que le salarié travaille. En pratique, on sait que, voilà, que ça se produit. Et moi-même, j'ai des clients voilà, qui commencent, enfin, qui ont compris un peu le système, et non, au niveau de la direction, et voilà, bon, ils préparent et ils envoient le lundi matin parce que voilà, parce que c'est. Voilà, mais c'est ça aussi, c'est ces pratiques-là aussi qu'il faut remettre en cause. Et c'est pour ça, je rebondis sur ce qu'avait dit Walter sur le. Alors, le lundi matin, sans réunion. Bah oui, c'est une idée parce que ça veut dire que le lundi matin, le salarié, le commercial, il a du temps de préparer sa semaine, ses rendez-vous, répondre aux emails qu'il a pu recevoir la semaine de ses clients. Parce que les clients, eux, ils sont pas salariés, hein, donc voilà, quand on est indépendant, on n'est pas, c'est pas du tout la même organisation. Donc il y a des emails qui sont arrivés, il y a voilà, des choses. Chacun a sa semaine à préparer et de se dire que le lundi matin, bah, finalement, il n'y a pas de réunion, bah, ça permet comme un sportif, effectivement, de Mm. s'entraîner, de s'échauffer, et après démarre la semaine. Voilà. Plutôt que de se dire, bah, dès lundi matin, j'ai une réunion à 9 h, oui, je vais regarder mes mails le dimanche, comme ça, moi, je Pour suis pas être pris de tranquille, court. je fais, quoi. Voilà. Tout Bon. à fait. Donc, voilà, ce pas de réunion le lundi matin, c'était Une- intéressant. un bon insight. Et Euh, c'est partie du droit à la déconnexion, concrètement, c'est ça. Parce que ça permet d'avoir un vrai week-end sans commencer à s'angoisser de tous les mails auxquels il va falloir répondre avant de démarrer la semaine. Tout à fait. Euh,
comment finalement les employeurs peuvent-ils se protéger contre les litiges qui vont être liés à la gestion des horaires et au non-respect de ce droit à la déconnexion? Tu disais tout à l'heure qu'il fallait contrôler les heures de travail, de repos, etc. Alors, c'est vrai que vous l'avez compris, hein, la mise en place du forfait jour, et puis il faut le pratiquer, donc ça présente un avantage d'avoir une plus grande souplesse dans la gestion du travail des commerciaux. Mais le point vraiment important, c'est le respect des temps de repos et donc les règles relatives au forfait jour. Donc, pour l'employeur, il est obligatoire de contrôler le nombre de jours travaillés ainsi que les journées ou les demi-journées de repos qui ont été prises, en plus des congés payés, bien évidemment, hein. Donc ça, classiquement, c'est ce qui a toujours été mis en place. Alors, en général, de manière très pratique, c'était on prenait un calendrier annuel et sur le calendrier, on positionne les CP, les jours de RTT et on ne doit pas dépasser au Et- maximum 218 jours de travail sur l'année. ok. D'accord? Euh, donc, sauf si, d'accord, le forfait jour est inférieur, mais le maximum, c'est 218 jours. Maintenant, il faut s'assurer aussi régulièrement de la charge de travail du salarié et cet équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Par exemple, je parle de la convention Syntec, bah, il faut faire deux fois dans l'année, il faut justement avoir des entretiens avec le salarié, à minima, hein, pour justement vérifier cet équilibre charge professionnelle et charge personnelle par rapport à cet équilibre. Et effectivement, que le salarié aussi euh, puisse tout simplement enfin, librement s'adresser à son manager ou au RH pour expliquer qu'il y a une charge de travail trop importante. Et c'est ça qu'il faut contrôler. Après, pour les rapports par rapport au temps de repos, alors il y a aussi des entreprises qui aujourd'hui, clairement, au mois, indiquent les horaires, voilà, un système voilà, de calendrier mensuel, les jours travaillés, les horaires, c'est signé par le salarié, donc ça vaut acceptation. Bon, parce que c'est compliqué, parce qu'un forfait jour forcément ne pointe pas. C'est Oui. pas compatible. D'accord? La charge de travail, bien évidemment, ne doit pas impacter l'état de santé ou la sécurité du salarié. Donc, c'est un document de contrôle qui fait apparaître voilà, le nom, la date, les jours, les horaires et les jours travaillés, éventuellement les horaires travaillés. Donc là, c'est plutôt au mois qu'on le fait, bien évidemment, voire à la semaine, ça dépend de l'organisation. Voilà. Et puis, c'est ces entretiens mais ces entretiens sont différents des entretiens professionnels ou des entretiens annuels d'évaluation. Hein, c'est vraiment des entretiens qui portent sur l'équilibre vie personnelle et vie professionnelle. Euh, donc voilà, donc c'est des feuilles de présence, c'est des logiciels de gestion de temps qui peuvent exister, hein. Quand c'est l'horaire collectif, bah, clairement, c'est le système de pointage, c'est le plus pratique. Mais voilà, différents outils. Si c'est un outil numérique qui est mis en place, un logiciel, bien évidemment, disposition RGPD, déclaration CNIL, information, consultation du CSE quand il y en a un, bien évidemment. Merci Rachel. Voilà. Euh, Bah, écoutez, on a Et été voilà. un Et en petit... fait, ouais, alors, ben, excuse-moi, je me regarde. Profites-en. Ouais, non, je voulais dire tout ça. Effectivement, alors moi, je suis sur l'aspect juridique parce qu'on est en France et que le Code du travail, le droit du travail est un droit vivant et avec des dispositions vraiment très strictes, avec des risques très importants pour les chefs d'entreprise, hein, pour les DRH et chefs d'entreprise sur ces gestions de temps. Et c'est pour ça qu'effectivement, il faut avoir une politique sur la gestion du temps voilà, qui va permettre d'entourer, d'accompagner voilà, les équipes managériales, les commerciaux. Alors, c'est des formations, on parlait des risques psychosociaux. Euh, voilà, c'est comment tout ça va s'emboîter, j'ai envie de dire. Et je pense que c'est bien voilà, l'objet de cette journée. Voilà, par rapport aux enjeux juridiques, que les dispositions doit mettre l'entreprise pour le réussite de ses commerciaux, leur bien-être et dans les clous par rapport aux dispositions juridiques et les accords qui vont être mis en place. Parce qu'évidemment, tout ça après se formalise. Voilà, il y a un minima une charte sur le droit à la déconnexion, mais aussi tout simplement des accords collectifs d'entreprise et aussi le sujet des NAO. Et plus on est transparent, l'entreprise plus elle est transparente, plus elle ouvre le dialogue et elle implique finalement quelque part les salariés ou une équipe projet hein, sur le sujet, et moins effectivement il y aura de risques juridiques parce que il y a l'aspect juridique, puis il y a le quotidien et la vie de l'entreprise et les salariés sont peut-être plus à même de l'entendre
quand il voit qu'effectivement l'entreprise s'implique sur le sujet et comprend bien les enjeux. Tout à fait. Et d'ailleurs, est-ce que parmi nos participants, combien ont mis en place, par exemple, une charte de la déconnexion en interne? N'hésitez pas à nous le dire dans le chat ou à nous partager vos questions aussi. Il nous reste un petit peu de temps avant la prochaine. Ouais, Après, c'est mis en place au sein du groupe UP, le droit à la déconnexion. Mhm. super, donc vous avez une charte vraiment Ouais, partagée à tous les avec des collaborateurs. formations et avec un suivi Ouais. effectivement managérial sur lequel on doit veiller à ne pas recevoir, nous, en tant que manager, de la part de nos commerciaux d'ailleurs, des mails, comme disait Rachel, trop tardifs, etc. Et on se doit aussi, nous, à l'inverse, de mettre dans nos brouillons des mails, puisque on n'envoie pas de mail le dimanche, ni le samedi, et ni trop tard le soir. Voilà, donc c'est mis en Et, place. ok, super. Merci Marie-Ange pour ce partage. Et concrètement, au début de la mise en place, ça a été bien perçu ou il a fallu effectivement éduquer, j'ai envie de dire, les managers et même voir les commerciaux sur ces sujets? Bah, on a la chance d'être, alors je sais pas si ça, je vais mettre ma caméra. On a la chance, moi j'ai la chance de travailler au sein d'une coopérative, hein, donc avec un modèle atypique pour ceux qui, en tout cas, qui connaissent le modèle coopératif, hein. Donc avec depuis 60 ans, une idée en tête, c'est que l'homme est au cœur de toutes nos décisions, donc l'humain. Donc Oui. forcément, c'est quelque chose qui était déjà, avant les écrits et la mise en place, quelque chose euh, qui était déjà, comment dirais-je, éprouvé en fait. Euh, Par contre, effectivement, les commerciaux et le service commercial pouvaient parfois déborder, mais voilà, ça, on a remis un petit peu effectivement l'accompagnement par rapport aux commerciaux ou aux managers qui pouvaient peut-être éventuellement être en dehors de ce droit à la déconnexion. Et ça s'est fait assez naturellement, en fait. Je sais pas si ça répond, Rachel, à votre question. Oui, oui, non, mais c'est là où on voit effectivement que il y a vraiment aussi le comportement des équipes, enfin, des équipes dirigeantes, même si dans un système coopératif, c'est un peu différent parce que tout le monde est impliqué, en fait, finalement. C'est ça. Euh, mais, euh, mais de voir qu'effectivement, c'est vraiment le comportement de l'équipe dirigeante fait qu'effectivement, après, même au niveau des commerciaux, ils comprennent plus l'intérêt, effectivement, de ce droit à la déconnexion, de ce respect des temps de repos, et que c'est aussi pour leur équilibre personnel et que ça va jouer sur leur performance, bien évidemment. Voilà. Et bon, d'où l'intérêt aussi qu'ils aient des objectifs, les smart objectifs, hein, réalisables. Et ça montre aussi, voilà, par rapport à la politique de l'entreprise. Voilà, où ils se sentent moins sous pression de toujours faire plus. Même si on sait que c'est un impact pour eux, et puis c'est le cœur des commerciaux, c'est leur rémunération variable, mais il faut aussi faire respecter ces enjeux par rapport au respect du temps de travail et des temps de repos, parce que je dis toujours, quand le salarié est en activité, tout va bien, il n'y a pas de difficulté. Le jour où vous allez vouloir commencer à vous séparer du commercial, c'est là où il va ouvrir les tiroirs et qu'il va vous dire, écoutez, le respect du temps de repos, ça n'existe pas. J'envoyais des mails le week-end où je partais en déplacement pour être opérationnel le lundi matin. Ça n'a jamais été remboursé. J'ai pas eu de récupération des heures de travail. Bon, et voilà. Et c'est là où ça commence à chiffrer. Mais Voilà. Rachel, si je peux, voilà, c'est par rapport à des cas vécus, Oui, euh, j'ai deux choses à partager en fait. Dans un grand groupe dans lequel j'étais salariée, on en était venu à, parce qu'en fait, ce droit à la déconnexion n'était pas respecté justement par la direction générale et par les top managers. Et donc, du coup, en fait, on avait imposé à tout le monde et donc aux top managers de mettre dans la signature directe de leurs emails comme quoi aucune réponse n'était attendue en dehors des heures de travail. Alors, je ne sais pas si ça a un impact légal ou pas. Ce qui est certain, c'est que humainement parlant, ça générait un stress de dingue parce que quand les top managers envoyaient un email à 1 heure ou à 2 heures du matin parce qu'eux, ils étaient en ligne et que peut-être qu'ils avaient besoin de moins de dormir, j'en sais rien, ou qu'ils croyaient qu'ils avaient besoin de moins de sommeil. Du coup, on avait des collaborateurs et des collaboratrices qui se sentaient obligés d'être sans arrêt, en fait,
derrière leur smartphone ou n'importe quoi pour pouvoir répondre. Et donc, du coup, ça crée un stress majeur. Et malgré, en effet, cette notification dans les adresses, dans les signatures mail, ben, en fait, ça résolvait rien du tout, ce machin-là, quoi. Et ça, c'était dans un grand groupe. Et ça remonte, hein, c'était début des années 2010, donc ça remonte. Maintenant, ça a évolué. Ils ont mis en place des politiques de déconnexion, je le sais. Mais dans des startups ou dans des plus petites entreprises, ces politiques de déconnexion, on les voit. Enfin, moi, je sais pas, Morgane, mais en tout cas, chez nos clients, moi, j'en ai jamais vu mise en place dans des TPE, dans des PME, même des PME de 150, 200, 250 personnes. J'en ai jamais vu. J'en ai jamais vu. Tout le monde se pose la question, mais personne ne passe le pas de mettre en place la politique. Et c'est vrai que les managers sont souvent pas exemplaires. Donc, du coup, en dessous, ça génère un stress et un besoin de réponse. Enfin, faut montrer qu'on vit, qu'on est là, quoi, qu'on est, et c'est compliqué, c'est très compliqué à gérer. Oui, alors c'est exactement ça, Corinne. Alors effectivement, oui, dans les exemples, je peux mettre dans la signature qu'effectivement, il n'y aura pas de réponse en dehors des heures de travail. Ça fait partie aussi, voilà, comme le message d'absence, enfin, des choses voilà, qu'on met. Alors c'est bien de le mettre. Déjà, c'est bien de le mettre parce que ça montre pour les salariés. Alors déjà, ça permet l'interlocuteur qui reçoit le mail, voilà, il se dit si j'ai pas de réponse tout de suite, c'est peut-être qu'effectivement, j'ai pas écrit dans les bons horaires. Surtout quand on travaille avec plusieurs fuseaux horaires, hein, ça peut Mm. arriver. Mais c'est aussi surtout pour le salarié, alors commerciaux, mais les salariés dans leur globalité, c'est de comprendre qu'il y a quand même une politique dans l'entreprise, on ne va pas être sanctionné parce qu'on n'a pas répondu dans les 2 heures de la réception du mail, y compris si c'est sur son temps de repos. Parce que c'est ça aussi, un jeune collaborateur ou quelqu'un qui vient d'intégrer l'entreprise, on ne connaît pas son passé, voilà, et qui peut s'angoisser parce qu'il se dit, ah, si je réponds pas, il faut montrer que voilà, je suis là, je suis performant, je suis présent, j'en veux et qui dépasse les heures de travail, ben non, cette mentalité-là, il faut qu'elle soit transformée. Je veux dire, aujourd'hui, c'est ça qu'il faut faire évoluer. Et donc, ça va dans cette politique, voilà, de montrer qu'effectivement, l'entreprise a intégré les enjeux et ce droit à la déconnexion des salariés. Hein, donc, c'est ça, ce message dans la signature, oui, il a son importance aussi par rapport à ça. Hein. Donc, juridiquement, oui, ça a du poids, surtout si, par exemple, vous avez le manager qui va sanctionner parce que, voilà, il n'a pas répondu dans les temps. Alors, Mm. quand même sur ces questions-là, mais ça pourrait, voilà, de dire, effectivement, ça arrivait à un moment donné où j'étais sur mes temps de repos, ou j'étais en congé, ou autre, hein, voilà, ou voire j'étais en arrêt maladie, encore pire. Donc, ça a son importance par rapport à ça. Donc, c'est vrai, oui, et ça permet, c'est vraiment ça. Et toutes les entreprises sont concernées par le droit à la déconnexion. Oui, TPE, PME Alors, la également. négociation, c'est à partir de 50 salariés, mais chaque entreprise est concernée par le droit à la déconnexion. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, avec le développement du télétravail, ça va de pair. C'est-à-dire, le droit à la déconnexion, au démarrage, ça concerne tous les salariés, ceux qui sont dans l'entreprise et ceux qui sont en télétravail, mais ça a encore plus d'importance pour les salariés qui sont en télétravail. Parce que c'est exactement les mêmes obligations pour l'employeur. Donc, ça veut dire pour les commerciaux qui sont nomades, qui sont en déplacement chez les clients, qu'on ne voit pas finalement très souvent dans l'entreprise, ils doivent respecter de la même façon les horaires de travail. Et donc, pour eux, ce qui est vraiment important, c'est de contrôler ces temps de repos. C'est vraiment ça le point important. Et enfin, même chose, c'est encore du vécu. Je suis sûre que parmi les participants, peut-être que vous n'osez pas prendre la parole, mais du coup, je partage mes propres expériences. Quand on est sur l'international, avec des maisons mères étrangères, notre culture française, notre droit à la déconnexion, tout ça, enfin, c'est vraiment plombant. Et enfin, plombant, pas pour nous, Français, sur le sol français, mais c'est souvent très, très mal vu, mal interprété par des directions étrangères qui ne comprennent pas
en fait, notre mode de fonctionnement et nos obligations réglementaires. Hum, Est-ce que tu as, toi, une vision comme ça, ou des conseils, ou pas du reste, sur ce genre d'approche quand on fait partie, quand on est un RH et qu'on fait partie d'un groupe international, quand on est un manager commercial, un directeur commercial, un dirigeant d'une filiale française, comment faire pour respecter le droit sur notre sol et satisfaire aux attentes de politiques business, entrepreneuriales asiatiques ou américaines. Comment on arrive à gérer ça? Alors, j'ai envie de là, on est sur du management, parce que juridiquement parlant, quand bien même l'entreprise, elle a le siège à l'étranger, alors c'est vrai, pour avoir travaillé dans des structures, avant quand j'étais RH, des structures anglo-saxonnes, ils ne comprenaient pas, hein. Enfin, franchement, en France, à jouer, c'est la grande région, c'est compliqué de travailler avec les Français. Bon, parce que le code du travail, les dispositions, même sur plein d'autres sujets, hein, voilà, que je n'évoquerai pas là, mais donc c'est vrai que l'image de la France pour travailler avec la France, c'est un peu compliqué parce que c'est protecteur du droit des salariés et on ne peut pas avancer. Maintenant, c'est du management. C'est aussi d'expliquer ben, qu'en France, il y a des dispositions et qu'il y a une plage horaire pour fixer les réunions, quand bien même, parce qu'il faut prendre en considération aussi les fuseaux horaires et parce qu'il faut arrêter que ce soit seulement le français qui se réveille à minuit parce que la réunion, avec le décalage horaire, ben, ça fait minuit en France, quoi. Non, ça, c'est juste plus possible. Euh, mais ça passe parce que l'entreprise française il y a un enjeu juridique. Et alors, comme je dis toujours, hein, c'est comme dans un mariage. Quand tout va bien, tout va bien. Le jour où avec le salarié, ça va se passer un petit peu moins bien, il va aller ressortir les meeting requests, enfin, les invitations qu'il a eues à minuit. Il a assisté aux réunions. Le lendemain, il a enchaîné sa journée de travail. Il n'y a pas les respects des 11 heures de repos. Bon, l'entreprise, il y a quand même un enjeu juridique important pour l'entreprise. Donc, c'est des dispositions qu'il faut mettre en place. Il y a des horaires pour mettre en place les réunions. Même quand on est on reste en France, hein, on ne fait pas de réunion sur la pause déjeuner. La pause déjeuner, c'est une pause déjeuner. C'est pas une réunion de travail avec un plateau repas. On mange pas non plus derrière son écran. Oui, c'est toute une éducation qu'il faut refaire parce qu'il y a des managers qui l'ont compris, il y en a d'autres qui l'ont un peu moins compris. Et puis il y a aussi les contraintes, aussi par exemple les ambiances start-up où tout le Hmm. monde s'implique et c'est normal et tant mieux parce que c'est la performance de l'entreprise. Mais il faut faire comprendre que leur performance, elle est là, mais elle sera encore meilleure aussi et s'ils respectent les temps de repos, tout simplement. Mais c'est l'éducation, il faut que ça vienne d'en haut. C'est vraiment, voilà, c'est des formations, c'est de l'information, des choses, voilà, des rappels qu'on fait aussi, voilà, sur le fonctionnement. Pourquoi pas aussi valoriser bah, tous ceux qui respectent le temps de repos et qui performent très bien aussi. Voilà. Oui, ça veut pas dire qu'ils sont, entre guillemets, excusez-moi le mot, feignasses, parce qu'ils respectent Non, le temps de repos, leurs 11 heures, mais leur c'est temps ça. de week-end. Ils peuvent performer autant que les autres. Mais c'est vrai que Et tous l'image, même mieux, j'ai envie de dire même mieux. Et c'est vraiment cette image qu'il faut transformer parce que c'est vrai qu'en France, comme l'a dit Walter tout à l'heure, ben, quand on part plus tôt, on nous regarde, on comprend pas. Ah, mais je comprends pas, tu pars à 17h, qu'est-ce qui se passe? oui, Voilà. tu as pris ton après-midi, quoi. Voilà, c'est ça. T'as pris une demi-journée? Non, j'ai pas pris une demi-journée. Enfin, Oui, j'ai il est fait 17 heures, quoi, ça va. 17h, j'étais peut-être là depuis 8h le matin, j'ai commencé. Il y a des personnes voilà, qui commencent aussi tôt, il y a des plages horaires. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter, faut oxygéner son cerveau, il faut passer à autre chose. Enfin, voilà, parce qu'après, d'autres problématiques, hein, c'est du burn-out, c'est de la souffrance au travail, c'est d'autres enjeux pour l'entreprise, hein. Et Oui, c'est aussi, voilà, et à et ça gérer, c'est génère des chaud. arrêts maladie, avec effectivement ben, reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Bon, maintenant, c'est le tribunal judiciaire, chambre sociale, mais voilà, ça a d'autres coûts pour l'entreprise. Donc, ne pas attendre d'être confronté à cette situation pour mettre en place une politique sur la gestion des temps de travail, des temps de repos, mais c'est de manière globale. Enfin, en fait, ça rentre dans du management, quoi. Après, on l'encadre juridiquement, une charte, un accord collectif. Voilà. Et il y a Ève qui dit la qualité prévaut sur la quantité. C'est vrai, Exactement. c'est vrai, Exactement. c'est Voilà. vrai. Et il C'est faudrait pas parce vraiment que qu'on le arrive à salarié, l'appliquer. voilà, c'est pas parce qu'on est connecté, qu'on est derrière un écran pendant 10 heures qu'on est super efficace et super performant, hein. C'est sûr, c'est Voilà. sûr, c'est sûr.
Morgane, je te laisse reprendre la main, pardon. Oui, mais il n'y a pas de souci. Bah, écoutez, merci pour cet échange. Merci beaucoup, Rachel, pour toutes ces informations qui sont importantes de garder à l'esprit. Euh, Voilà. on va bientôt. Merci. Ouais, merci pour d'avoir pu intervenir sur un sujet. Alors, je sais que c'était la partie peut-être un peu moins glamour, entre guillemets, de cette journée, voilà, sur ces sujets-là. Mais il faut l'avoir, effectivement, comme dit Morgane, faut l'avoir à l'esprit. Voilà. Parce qu'après, ça permet de cadrer aussi toutes les politiques, tout ce qui est mis en place. Parce qu'il y a plein de choses à mettre en place. Et puis, il y a aussi plein de solutions qu'on peut adapter. Voilà, c'était pas le sujet, mais annulation du temps de travail. Enfin, voilà, il y a des dispositions qui permettent aussi de permettre aux entreprises de bien fonctionner, de bien performer. Voilà. Moi, On sera- j'aimerais bien, Rachel, message personnel à Rachel. Oui, J'aimerais bien qu'on fasse un bee-buzz. Vous savez, en fait, tous les 15 jours, le mardi, on reçoit un invité autour d'un sujet particulier et on fait donc des bee-buzz avec Rachel. Et Rachel, j'aimerais bien qu'on fasse un sujet autour justement de la flexibilité du temps de travail parce qu'on a plein de nouvelles pratiques qui arrivent, qui déboulent oui. dans la gouvernance des entreprises et je pense qu'il y a je pense que ça doit pas être simple comme ça à mettre en place. Je pense que c'est encadré quand même, et je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui risquent de se laisser emporter comme ça parce que c'est vraiment génial dans l'idée, mais sur des glissements pas forcément réglementaires. Avec plaisir, Corinne, on met ça en place. C'est toujours un plaisir d'intervenir. Donc, oui, je serais ravie. Merci, merci. Merci, Rachel. Bon, mais merci à vous. Bonne journée continue à la prochaine conférence, mais elle est aussi très intéressante. Donc, moi, je vais devoir me déconnecter, mais Il je n'y a sais pas qu'il de y a souci. des replays, voilà, donc j'en profiterai. Tout sera en replay. Tout sera en replay. Merci pour votre écoute. Merci, Corinne et Morgane, pour l'organisation de cette journée. Merci, Merci, Merci. Rachel. À Nico. très Merci, au bientôt. Merci à revoir. vous.